Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour ce 20e épisode de Parlons Constitution. Cet épisode va parler de citoyenneté, en fait c'est la suite du précédent épisode, de l'épisode 19. On va parler aujourd'hui de l'attestation d'intérêt pour le politique. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après le générique. Alors la question qu'on va se poser d'abord, c'est bien sûr l'attestation à vie ou une attestation temporaire. Alors pour rappeler la fin de l'épisode précédent, pas tout l'épisode précédent bien évidemment, donc la fin de l'épisode 19, il y a un impératif de rationalité pour essayer d'accomplir l'objectif de recherche du bonheur de tous et de chacun. Je répète encore une fois, l'objectif de recherche du bonheur de tous. L'objectif n'est pas d'imposer le bonheur tel que certains l'imaginent, à tous, pour chacun, mais bien la recherche collective et individuelle du bonheur de tous et de chacun. Cet impératif de rationalité pour essayer d'accomplir cet objectif justifie de distinguer des citoyens passifs et des citoyens actifs. Mais comment distinguer le citoyen qui use de sa raison de celui qui n'en use pas? Eh oui. Et on avait dit via son intérêt pour le politique. On avait exclu toute autre forme de soi-disant connaissance politique, d'exercice de logique, ou ce genre de choses. J'envoie l'épisode précédent pour quelques explications. Et donc, on avait décidé, enfin j'avais décidé surtout moi bien sûr, que pour distinguer un citoyen passif d'un citoyen actif, le citoyen actif est actif parce qu'il a de l'intérêt pour le politique, parce qu'il s'intéresse aux questions politiques, alors qu'un citoyen passif, non. Et donc comme il est citoyen actif, il a différents droits civiques, comme le droit de vote, ou le droit de vote en tout cas à certaines élections, et ça c'est ce qu'on verra bien sûr dans tout le reste de cette série. Mais alors comment mesurer cet intérêt? Comment mesurer cet intérêt? C'était l'ouverture de l'épisode 19, c'était donc la fin, qui amenait vers cette attestation d'intérêt pour le politique. Alors avant de voir comment le mesurer un peu plus en détail, on va se poser la question surtout, est-ce que l'attestation d'intérêt pour le politique, qui donc atteste qu'une personne a un intérêt pour le politique, est-ce que cette attestation doit être à vie, c'est-à-dire on vous la délivre, et ensuite vous l'avez pour toute la vie, ou temporaire pour un certain temps, quel temps? C'est ce qu'on va se demander également. Donc, pour répondre à cette question, il faut dire qu'un intérêt pour le politique peut disparaître. L'intérêt politique peut disparaître, on peut ne plus s'intéresser aux questions politiques. Donc, si un intérêt politique peut disparaître, il faut que ce soit temporaire, car on n'a pas un intérêt pour le politique à vie. Mais alors combien de temps? Et la question est importante, la question est difficile, surtout très très difficile. Combien de temps? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de le mesurer? Combien de temps par exemple? Est-ce que le temps doit être variable? Alors non, pour moi l'attestation doit être la même pour tout le monde. Alors que vous avez cette attestation, elle va là pendant X temps, X mois, non pas en mois, X années, plutôt. Alors comment choisir? Combien de temps? Comment choisir combien de temps? Eh bien le choix devrait, mais ne peut, attention, ça devrait dans l'idéal, mais ça ne peut pas en pratique. Ça devrait se fonder sur la durée minimale d'intérêt pour le politique garantie par l'attestation. Mais on ne peut se fonder sur cette durée, sur cette hypothétique durée minimale garantie par l'attestation. Car on ne peut pas déterminer cette durée, on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas savoir quel intérêt pour le politique est garanti par l'attestation. Donc le choix doit donc être arbitraire. Mais attention, le choix doit être arbitraire, mais ça doit pas être trop élevé. Car si votre attestation est valable pour 50 ans, et que vous l'avez à votre majorité à 18 ans, disons, vous savez que vous aurez besoin de la passer que 2 fois dans votre vie, ou une seule fois, si vous voulez plus voter à partir de 68 ans, pardon. Sinon, l'attestation n'atteste plus rien. Au début, oui, mais après, il y a plus d'intérêt, et puis ça atteste quand même. Donc ça ne peut pas être trop élevé. Mais ça ne peut pas être trop faible non plus, pour 2 raisons principales. Une, qui n'est pas des moindres, il faut quand même y penser, les difficultés d'organisation. Comment organise-t-on le passage tous les ans par, imaginons, la population française, imaginons qu'une partie significative, que 40 millions par an de personnes vont essayer d'obtenir cette attestation d'intérêt pour le politique. Ça pose de grosses difficultés d'organisation. Et en plus, c'est repoussant pour le citoyen. Quand je dis citoyen, je parle de citoyens passifs comme actifs. Les citoyens ensuite ont des droits en tant que citoyens, et
En tant que citoyen actif, il y a des droits en plus que ceux de citoyens passifs. C'est juste une distinction entre des différents citoyens, deux types de citoyens. Et donc, je l'ai marqué, pour moi c'est 15 ans. Alors c'est arbitraire, on peut absolument discuter, c'est pas quelque chose qui est absolu, je n'ai pas trouvé la vérité dans le ciel, ou en fouillant la terre, non, c'est ça, on peut en débattre largement, d'ailleurs c'est peut-être pas ce qui est le plus important, mais si on imagine qu'il faut obtenir, faut renouveler son attestation tous les 15 ans. Bon, admettons, une personne la passe vers 20 ans. Elle devra passer dans sa vie, si elle veut toujours participer en tant que citoyen actif, faut qu'elle montre 4 fois, 5 fois, 6 fois si vous avez de la chance. Ça fait 4-5 fois dans la vie. C'est pas beaucoup. C'est un peu embêtant, faut renouveler tous les 15 ans, mais c'est pas énorme. On peut imaginer tout à fait qu'une personne a de l'intérêt pour le politique à un moment, au bout de 10 ans, même au bout de 5 ans, il n'en reste plus grand chose. Et ne s'intéressant plus, elle perd des connaissances en termes de faits, tout comme en termes d'idées différentes qu'il existe dans le débat politique. Mais 15 ans, ça devrait être bien. Voilà, c'est mon avis. Vous pouvez tout à fait le discuter, il y a aucun problème. D'ailleurs, c'est pas une position très importante de la série, cette durée exacte. Passons donc à la suite, à la question la plus importante que vous attendez depuis la fin de l'épisode 19, comment mesurer l'intérêt pour le politique? Car une attestation, ok, très bien, mais comment l'avoir? Comment l'obtenir? Comment mesurer? Alors, je le répète, mais on doit mesurer l'intérêt pour le politique, et non des supposées compétences ou connaissances politiques. Ça oriente grandement les conditions d'accès à cette attestation. Ça ne peut pas être lié du coup à des compétences dues à un emploi, ou des connaissances dues à un diplôme, ou au passage d'un examen particulier. Alors comment le mesurer? Parce qu'il faut quand même le mesurer. On peut pas dire vous êtes intéressé? Oui, bon, d'accord, très bien. Alors pour moi, le test de l'intérêt pour le politique, c'est comme ça qu'on le nommera, ça lui va bien. Ça doit être un QCM de questions. Ces questions seraient prises au hasard dans un ensemble de questions prédéfinies. Alors, pourquoi un QCM? La question se pose, car ça oblige celui qui veut réussir le test à s'intéresser aux questions politiques en se renseignant sur les réponses aux questions. Car je vais le préciser après, mais la personne doit avoir accès aux questions comme aux réponses. Car il suffit tout simplement de montrer de l'intérêt pour réussir le test. Vous montrez de l'intérêt, vous vous intéressez à ces questions, vous connaissez les réponses, vous réussissez le QCM. Vous réussissez le test, donc vous avez votre attestation pour 15 ans. C'est un exemple. D'ailleurs, prenons un exemple qui peut encore une fois être discuté, même s'il y a des choses qui sont assez importantes dans cet exemple. Imaginons, le temps peut être variable, 2 heures pour répondre à 100 questions. Ça fait peu de temps quand même pour répondre à une question. 2 heures pour répondre à 100 questions, avec 4 choix possibles. Voilà, on peut imaginer plus, mais 4 choix, c'est ce qu'il y a souvent dans les QCM d'ailleurs, dont un ou plusieurs sont bons. Question à choix multiples. Vous avez plusieurs choix et plusieurs peuvent être bons. Ces 100 questions sont tirées du coup parmi des questions, un ensemble de questions prédéfinies, imaginons 100 bons sur 1000. Voilà, ça vous fait 10%, vous êtes sûr de tomber sur 10% des questions possibles. Les corrections sont effectuées ensuite par des professeurs locaux, tirés au sort. Les copies sont anonymisées, bien sûr, pour éviter que un professeur local vienne vous corriger, et sachant que c'est vous, décide de pas vous l'accorder. Bon, c'est un peu embêtant. On peut imaginer également des recours devant le rectorat, si une personne n'a pas réussi le test, pour que la copie soit recorrigée, et des sanctions envers le professeur tiré au sort s'il a mal corrigé beaucoup de copies. Pourquoi pas, on peut l'envisager. Ça c'est un peu plus du détail quand même. Le test est réussi si 75%, donc 75 sur 100, et là il y a 100 questions, c'est assez simple à calculer, du coup 75 questions sont parfaitement répondues. C'est-à-dire que s'il y a 2 réponses qui sont bonnes sur les 4, si vous n'avez pas répondu correctement, ou tout simplement que vous avez mis une bonne réponse et pas l'autre, c'est faux. S'il y a 2 réponses bonnes, il faut mettre les 2. C'est le principe d'un QCM. Seule la réussite ou non du test est connue. Alors pourquoi est-ce que j'ai noté ça? C'est un point qui, pour moi, est important, car du coup il n'y a pas de transmission des résultats exacts, puisque vous savez seulement si vous avez réussi ou non. On ne sait pas si vous avez réussi 75%, tout pile, ou 76 sur 100 questions, ou 90, ou toutes les questions. Si vous avez échoué, on ne sait pas si c'est 25, 50, etc.
En plus, ça peut vous forcer, si vous avez échoué, à revoir toutes les questions, puisque vous ne savez pas sur quel cas vous avez échoué. Et sinon, plus important, c'est vraiment ça qui est très important, c'est que ça évite la concurrence, et la différence de valeur de l'attestation obtenue. Car si on sait que vous avez réussi à 75%, tout pile, vous avez réussi 75 sur 100 questions, mais qu'un autre a réussi avec 95% de bonnes réponses, on pourra se dire, des commentateurs pourront se dire, que l'attestation de la personne qui a réussi 95% a plus de valeur, atteste d'un intérêt supérieur pour le politique de cette personne, comparé à la personne qui n'a réussi qu'à 75% tout pile. Or ce n'est pas du tout ce qu'on veut, on veut juste attester d'un intérêt, pas faire des classements entre les gens, on veut juste que les gens s'intéressent à la politique, pour pouvoir ensuite avoir la qualité de citoyen actif, et comme ils s'intéressent pour le politique, on s'imagine qu'ils essaient d'être raisonnables, qu'ils essaient de raisonner, de comprendre les choses, de débattre, etc. En tout cas, au minimum, ils s'y intéressent. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Une personne s'intéresse vraiment aux questions politiques, plutôt que de nous voter, sans réellement s'y intéresser, en ayant entendu 2-3 choses par-ci par-là, en votant un peu selon ce qu'il a entendu, ce qu'il pense de la personne. Tiens, cette personne présente pas bien, celle-ci présente mieux, j'aime pas trop l'affiche, ou... Non, sur des questions politiques. Un vote politique porte sur des questions politiques. Alors, il y a une condition importante à ce test et à l'obtention de cette attestation d'intérêt pour le politique. Je vais juste dire attestation. Cette attestation, là, ce test, il y a une condition. C'est un accès libre et égal pour tous. Tout le monde doit pouvoir à vous faire ce test. Et donc obtenir l'attestation. Tout le monde. Tant que bien sûr la personne est majeure, ça je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent. Donc tous les citoyens qui ont pleinement leurs droits civiques peuvent devenir citoyens actifs et non plus être seulement passifs en réussissant le test et en obtenant l'attestation. Ce test doit être gratuit, le revenu ne doit pas être limitant, ni pour l'accès au test, ni pour l'accès aux questions et réponses du test. Tout le monde doit avoir accès. Les tests et réponses au test sont accessibles à proximité, en mairie ou salle commune. Les tests, les réponses, donc les réponses et automatiquement les questions, prédéfinis, doivent être accessibles à proximité, le test doit être passé en mairie ou en salle communale. Il y a aussi, pour que tout le monde y ait accès, il faut qu'il y ait une éducation de base pour tous. Suppose donc la gratuité et l'accès pour tous à l'éducation de base, comme savoir lire, c'est très important, notamment pour passer un test où ce sera écrit, évidemment, on vous posera une question à l'écrit, avec des réponses écrites, et vous devrez choisir, c'est un QCM. Et alors, comprendre ce qui est écrit dans les questions et réponses. Est-ce qu'il faut que tout le monde puisse comprendre, que tout le monde ait accès à la compréhension de ce qui est écrit dans les questions et réponses? C'est assez compliqué à mettre en place, mais on peut tout à fait imaginer que bon, déjà toute personne qui essaie va rechercher, va poser des questions à d'autres personnes, comme des citoyens qui sont déjà actifs, ou les maires, des élus, des gens de la mairie, des professeurs, etc. Des personnes qui peuvent savoir, qui peuvent comprendre les questions et les réponses. Mais, dans les réponses accessibles à proximité, il faut qu'il y ait également des explications des réponses. On ne peut pas juste mettre la question, les réponses qui sont possibles, les bonnes réponses, ce sont celles-là, point barre. Car l'objectif, c'est que les gens s'intéressent aux questions politiques, et donc il faut des suppléments sur les réponses. Il faut des explications, que les personnes comprennent. Est-ce qu'il faut une éducation suffisante pour que les personnes comprennent les questions et les réponses? Est-ce que par exemple, il faut que tout le monde, tous les citoyens voient à l'école les questions et les réponses? Non, car ce serait un intérêt forcé. Mais est-ce qu'il faut que tout le monde ait accès à la compréhension de ces questions et ces réponses auprès du maire, auprès de quelqu'un de la mairie, auprès de professeurs? Oui. Dans un livre, mais aussi en posant des questions aux autres. Et pourquoi pas une personne dans la mairie qui aurait, entre autres, une mission d'expliquer aux personnes qui ne comprennent pas les questions et les réponses. Alors reprenons pour conclure. Ce qui doit distinguer les citoyens actifs et les citoyens passifs, c'est leur intérêt pour le politique. Cet intérêt est mesuré temporairement par un test de l'intérêt pour le politique. C'est ce qu'on a dit. Alors ce test, pour le refaire de façon grossière, de façon résumée, on a une conclusion, c'est un QCM de questions choisies au hasard parmi une liste prédéfinie. Ce test, ces questions et réponses doivent être accessibles gratuitement en mairie ou en salle communale. Il faut que tout le monde ait une éducation de base, gratuite et accessible pour tous. La réussite à ce test implique donc l'obtention de l'attestation, et l'obtention de l'attestation signifie quoi?
que vous êtes citoyen actif. Et que vous avez donc les droits qu'on va développer tout au long de la série lorsqu'on en aura besoin. Car je vais pas vous dire immédiatement, notamment parce que je n'y ai pas forcément réfléchi de façon très précise, mais les droits des citoyens actifs par rapport aux citoyens passifs, on les développera bien sûr dans les épisodes suivants. Et si dans d'autres épisodes j'ai parlé de citoyens, et même quand je parlerai de citoyens sans préciser actifs, c'est que je compte tous les citoyens, passifs comme actifs. Alors, qui doit décider? La question qu'on peut se poser, c'est qui doit décider de ces questions, de ces réponses au test. Et comment? Eh bien, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode, l'épisode 21, qui sera notre dernier sur la citoyenneté, où on parlera donc de la personne, ou des personnes qui vont décider des questions et réponses du test, et de la manière dont ils vont décider. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode. Je vous rappelle, bien évidemment, si vous découvrez cette série, que c'est une série politique, c'est ma vision politique dans le domaine constitutionnel. Je vous invite à aller voir l'épisode de présentation. Vous avez, je crois, un lien de la playlist dans la description. C'est le premier épisode, en fait l'épisode 0, même c'est avant l'épisode 1. C'est la présentation où je vous explique ce que je fais dans cette série. Voilà, c'est juste un rappel parce que c'est important de le rappeler selon les épisodes, pour que personne ne croie que ce que je dis est une vérité absolue déjà, et pour bien sûr rappeler les objectifs qui guident cette série. Donc encore merci, c'était Elscare, et à bientôt.